Bonjour à tous, merci d'être là pour ma présentation, merci à Jean-Marie de me donner cette opportunité de faire avec vous finalement un point sur les batteries zinc NO2. Et donc j'ai intitulé cette présentation « En quête de réversibilité ». Alors pourquoi en quête de réversibilité? Parce que la technologie zinc NO2, c'est une technologie que vous connaissez tous, c'est en réalité la pile alcaline qu'on trouve dans tous les magasins, qui est une pile à bas coût, à base de matériaux abondants, avec un faible coût de production. Donc les matériaux, c'est le zinc du côté de l'anode, le dioxyde de manganèse au niveau de la cathode, le tout avec un séparateur au centre. Je vérifie que le pointeur fonctionne, voilà. Un fonctionnement sécurisé puisqu'on va être dans des électrolytes aqueux, donc voilà, a priori non inflammables, et puis finalement des performances énergétiques qui sont suffisamment bonnes pour que ces piles, on les trouve toujours dans le commerce, donc un voltage autour de 1,5 volts, et puis une densité d'énergie autour de 150 Wh par kilogramme, 400 Wh par litre, ce qui est lié au fait que vous avez deux matériaux qui présentent en réalité des capacités gravimétriques et des capacités volumétriques qui sont élevées. Alors c'est 820 mA par gramme pour le zinc, où vous allez pouvoir exploiter 2 électrons, et puis c'est soit 308, soit 616 mA par gramme du côté du dioxyde de manganèse, suivant que vous allez exploiter 1 ou 2 électrons. Alors, elle n'est pas nouvelle, cette pile zinc MnO2, cette pile alcaline, elle vient des découvertes, elle vient de la pile Leclanché, dont le brevet a été déposé en 1866, qui combinait déjà du dioxyde de manganèse, MnO2 ici avec le petit 2 en exposant, vous apprécierez, et puis du zinc de l'autre côté, et l'électrolyte était à l'époque du NH4Cl. Alors il y a eu des évolutions avec l'introduction du milieu alcalin vers les années 65, et puis on arrive à la pile alcaline telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par toute cette évolution, on va dire un petit peu historique de la pile alcaline, je vous invite à revoir en ligne le séminaire au Collège de France donné par le professeur Dominique Larcher il y a maintenant quelques années, qui couvrait donc ce périmètre. Alors moi je vais m'attacher en fait à ce qu'on peut envisager pour la suite, et la question de rendre réversible cette pile, alors alcaline ou pas alcaline, ce sera la question. Alors pourquoi la rendre réversible? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est déjà que si on fait le bilan à l'heure actuelle de la mise sur le marché de ces piles alcalines, qui donc pour le moment ne sont pas rechargeables, rien qu'en France, on en met près de 1000 millions d'unités sur le marché par année, ça c'était les chiffres en 2020, fournis par l'ADEME, c'est 20 000 tonnes de piles. Moins de la moitié sont récupérées au cours des processus de récupération des piles, etc. Et encore la moitié de ça sont effectivement recyclées. Donc évidemment, si on veut diminuer l'empreinte écologique de toutes ces piles, si on veut continuer à diminuer le coût, puisque le recyclage diminue intrinsèquement le coût de production de la batterie, enfin de la pile, c'est intéressant de rendre ces dispositifs rechargeables. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est aussi pour vous donner une indication dans le monde de la quantité de dioxyde de manganèse produit par voie électrolytique qui sont utilisés pour fabriquer ces batteries, et donc la quantité qui est produite par an. Alors, il y a un autre intérêt à rendre ces batteries, enfin ces piles zinc MnO2, on va dire réversibles, qui est de développer du stockage à l'échelle du réseau électrique. Parce que vous savez qu'on a évidemment une production toujours croissante à l'heure actuelle des énergies renouvelables. Alors ça, ce sont les chiffres au niveau de l'Europe pour la période jusqu'à 2022. Donc on voit effectivement cette évolution. Et cette évolution, elle se base sur des productions d'énergie qui, pour un certain nombre, sont intermittentes dans leur production et potentiellement décalées en phase entre la production et la consommation. Et donc si on veut intégrer tout ça à l'échelle du réseau, il va falloir des entités de stockage qu'on va pouvoir développer à différentes échelles. Et plus ce sera sécurisé et mieux ce sera. Donc la batterie aqueuse de ce point de vue-là est intéressante, et vous avez ici l'évolution des capacités de stockage du réseau électrique en France, l'évolution sur les quelques dernières années. Donc vous voyez que c'est effectivement quelque chose qui évolue à l'heure actuelle très rapidement. Et si vous regardez les journaux, vous verrez régulièrement effectivement des constructions de plans de stockage par batterie à l'échelle du réseau électrique qui sont de taille toujours plus importante, qui malheureusement pour le moment mettent essentiellement en jeu des batteries lithium-ion. Alors ce stockage à l'échelle du réseau électrique, il faut garder en tête qu'il faut qu'il soit
il est très important qu'il soit à bas coût, parce que sinon, évidemment, le coût de l'électricité va se mettre à augmenter dramatiquement. Et ce qui est reporté aussi, c'est que du coup, il faut des batteries qui, finalement, sur leur cycle de charge et de décharge, soient capables de performer sur des durées de 4 à 8 heures. C'est typiquement ça le besoin pour couvrir, en réalité, le petit matin et le soir, en l'absence typiquement de production par énergie solaire. Alors, la batterie, enfin, le système zinc MnO2 est potentiellement intéressant pour ça, mais voilà, encore faut-il le rendre réversible. Et le rendre réversible, ça va poser la question de la nature et du rôle de l'électrolyte, et on va voir que c'est extrêmement dépendant. Alors, la batterie zinc MnO2, on l'a dit, c'est une anode en zinc, une cathode en dioxyde de manganèse, et un électrolyte à queue au milieu. Donc les deux électrodes se caractérisent par des capacités gravimétriques élevées. Et vous avez ici une projection de la densité d'énergie, alors en faisant l'hypothèse d'un voltage de 1,5 volts, ce qui est le cas de la pile alcaline actuelle, où on ne prend pas en compte l'électrolyte, alors ça on verra que ça peut poser problème, et en fonction de à quel point on est capable de cycler le dioxyde de manganèse à 2 électrons, à quel point on exploite aussi le zinc qui est présent dans la batterie, et vous avez ici différentes courbes qui correspondent tous les 50 Wh par kilo de matière active à la densité d'énergie qu'on va pouvoir obtenir. Donc évidemment, si on veut être au top en termes de densité d'énergie, il faut évidemment exploiter avec au maximum les 2 électrons du manganèse et puis une quantité maximale de zinc, sinon tout ça va faire de la matière morte, inactive, dans la batterie et va venir diminuer sa densité d'énergie. Alors ça pose un certain nombre de questions. Ça pose effectivement la question de quelle est la capacité du dioxyde de manganèse qu'on peut exploiter de façon réversible. Quel est le rôle de l'électrolyte là-dedans ? À quel point on va pouvoir exploiter réversiblement aussi le zinc, on va voir que c'est un sujet, et tout ça va nous amener à discuter de la faisabilité et des performances d'une potentielle batterie zinc MnO2. Alors à ce stade, il faut revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux en milieu aqueux, c'est le diagramme de Pourbet. Donc c'est le diagramme qui présente le potentiel en fonction du pH et qui va vous présenter les phases les plus stables pour les différents matériaux en fonction donc du potentiel appliqué et des conditions de pH. Alors vous avez ici le cas du zinc, donc on voit qu'à bas potentiel, le zinc métallique effectivement est stable et qu'on va pouvoir l'oxyder, alors soit en zinc de plus si on est dans une zone de pH relativement acide, soit vers des formes hydroxydes, insolubles ou solubles si on évolue vers des milieux moins acides. On a de l'autre côté le dioxyde de manganèse ici, qui est un composé de évidemment haut degré d'oxydation, manganèse dans son degré d'oxydation plus 4, et qu'on va pouvoir cette fois-ci lui réduire, soit directement en Mn2+, donc on voit ici qu'on a une potentialité d'exploiter 2 électrons sur le dioxyde de manganèse pour arriver à une forme soluble Mn2+. Et puis si on se déplace vers des pH plus basiques, et là on va avoir potentiellement, rendre accessibles des formes de valence intermédiaire où vous trouverez du manganèse à l'état d'oxydation 3+. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que du côté du dioxyde de manganèse, tous les processus de transfert d'électrons sont couplés à des transferts de protons. Et ça, c'est vraiment clé si on veut comprendre le fonctionnement de la pile ou de la batterie zinc MnO2. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde le zinc, c'est que si on se fie au diagramme de Pourbet, ça ne devrait pas marcher. Et la raison pour laquelle ça ne devrait pas marcher, c'est cette ligne bleue ici, qui vous indique que la réduction des protons doit avoir lieu bien avant la réduction des ions Zn2+, et ça va poser 2 problèmes. Ça va poser un premier problème qui est que lorsqu'on va vouloir réduire l'anode, donc charger la batterie, on va avoir la production d'hydrogène à l'électrode par réduction, alors soit des protons, soit de l'eau, par réduction électrochimique. Ça va être compétitif vis-à-vis de la réduction des ions Zn2+ en Zn. On voit bien que ça arrive plutôt thermodynamiquement. Voilà. Et le deuxième point, c'est que même si on n'applique pas de potentiel à l'électrode, on va avoir des problèmes de corrosion, c'est-à-dire une réaction chimique spontanée entre les protons ou l'eau suivant le pH et le zinc qui est déposé à l'anode. Alors, ce qui va nous sauver, en fait, c'est la cinétique par rapport à ces données thermodynamiques. Vous avez ici représenté
la courbe, une courbe qui vous indique en fait à quel potentiel vous avez une réduction des protons à hauteur de 1 milliamp par centimètre carré. Et vous voyez qu'en fait, la réduction électrochimique des protons pour former le dihydrogène, qui est un processus complexe, qui dépend fortement de la nature de l'électrode, est quelque chose qui est très efficace sur le zinc à pH très acide, mais finalement qui est très vite, qui s'atténue très rapidement au fur et à mesure que le pH augmente jusqu'à devenir beaucoup plus faible. Alors, si on regarde maintenant les réactions, si on s'intéresse non pas à la réactivité spécifique de l'eau, mais aux réactions électrochimiques qui vont impliquer l'anode de zinc et la cathode de dioxyde de manganèse. Donc je les ai reportées ici dans deux conditions de pH différentes, les conditions un peu acides, les conditions un peu basiques, et vous voyez apparaître en bleu toutes les espèces qui sont solubles. Donc ça veut forcément dire que l'électrolyte va jouer ici un rôle clé dans la solubilisation de ces espèces quand ce sont les produits de décharge, mais aussi dans la façon dont vous allez pouvoir récupérer les pourvoyeurs de protons ou accepteurs de protons suivant le cas qui se présente. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la réactivité de ces systèmes zinc-MnO2 dans trois conditions de pH différentes. Alors, on va quand même s'intéresser aux conditions très acides, parce que c'est ce qui amène à un voltage potentiellement qui est le plus élevé, autour de 2 volts. Et dans ces cas-là, le couple qui va être impliqué, c'est le couple acide-base qui va être impliqué et qui provient de l'électrolyte, c'est le couple H plus H2O. On s'intéressera ensuite aux conditions basiques, donc les conditions typiques de la pile alcaline. Alors, le voltage est un petit peu plus faible, parce qu'on couvre en fait une plus grande gamme ici, il y a plusieurs transferts d'électrons successifs. Et puis, ça va être le couple H2O ou H- qui va ici intervenir en termes de donneur-accepteur de protons. Et puis, on s'intéressera aussi à une condition un peu intermédiaire ici, avec des pH autour de 4,5, et qui sont censés donc fournir un voltage autour de 1,5 volts, et on se posera à ce moment-là la question du donneur de protons en fonction de la composition chimique de l'électrolyte. Alors, si on commence par la cathode MnO2 en milieu acide, eh bien, en fait, effectivement, on a un processus d'électrodissolution, électrodéposition, qui est parfaitement réversible, qui nécessite, donc, qui met en jeu 2 électrons et 4 protons. Les protons sont donc fournis par le milieu aqueux qui présente une concentration élevée de protons. Vous avez ici un exemple où vous allez électrodéposer réversiblement sur un feutre de carbone du dioxyde de manganèse à partir d'une solution qui contient du sulfate de manganèse. Il y a un petit peu d'acide pour assurer le pH acide. Et vous voyez que dans ces conditions, on arrive à faire jusqu'à 10 000 cycles. Donc le processus est extrêmement cyclable. Alors on arrive à faire 10 000 cycles avec une quantité de MnO2 déposée qui n'est pas énorme, on est à 1 mA par centimètre carré sur un feutre, donc une surface développée qui est assez élevée. On exploite bien, a priori, autour des 616 mA par gramme de MnO2, puisqu'on a bien le processus à 2 électrons qui se met ici en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut chauffer, et quand on chauffe, on va changer la phase cristalline du dioxyde de manganèse qui est déposé, on va changer sa résistance, on va améliorer en fait sa conductivité. Vous avez ici la résistance en fonction de la température, effectivement. Donc vous voyez que quand on est à basse température, c'est beaucoup plus résistif, le film qui est déposé qu'à haute température. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir augmenter par 20 la capacité surfacique, la quantité de dioxyde de manganèse qu'on peut réversiblement exploiter dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive du coup à des capacités surfaciques qui sont compatibles avec des applications industrielles. Alors malheureusement, on ne peut pas faire une batterie zinc MnO2 en milieu acide, parce que si vous mettez du zinc dans un milieu qui contient une certaine quantité d'acide sulfurique, c'est ce que vous voyez ici, très rapidement, sans même rien faire au point de vue électrochimique, vous allez avoir la corrosion du zinc qui va se mettre en place, qui va produire du dihydrogène, qui va dissoudre le zinc sous forme d'ion zinc de plus. Vous voyez la production de zinc de plus ici. Vous avez aussi parallèlement une augmentation du pH, et donc vous allez grignoter votre électrode de zinc, et très rapidement, il n'y aura plus rien à l'anode. Si on imagine qu'on charge, on aura ici compétition entre la réduction des zinc de plus et des protons. Donc tout ça, effectivement, voué à l'échec. Et c'est bien dommage parce que côté MnO2, c'est quand même ce qui marcherait le mieux. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'autre extrémité du spectre de pH, qui sont les conditions alcalines. Alors, les conditions alcalines, elles ont été extrêmement étudiées. Et on sait que c'est une pile alcaline et pas une batterie alcaline qui existe à l'heure actuelle. Donc, il y a évidemment une raison pour ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut en fait passer réversiblement
d'une forme MnO2 à une forme alpha MnOH, qui est une forme solide, par insertion réversible de protons. Donc on stocke ici un électron, un proton. C'est parfaitement réversible, enfin c'est relativement réversible, tant qu'on ne met pas trop d'électrons et de protons dans le système. Et on peut atteindre effectivement une capacité gravimétrique. Donc si on est sur un électron, on attend 308 mAh par gramme au maximum, et on peut avoir 230 ici. Vous voyez qu'on est autour de 0,7 sur la quantité d'électrons et de protons qui est stockée dans le dioxyde de manganèse. Donc on arrive effectivement à faire ça. Le problème, c'est la réversibilité. Donc la réversibilité, il a été mis en évidence très tôt, ça fait déjà longtemps que tout ça est bien connu. Si vous voulez cycler, alors vous voyez, vous avez ici le nombre de cycles, c'est une échelle log, en fonction de la quantité finalement de dioxyde de manganèse que vous cherchez à exploiter réversiblement. Alors la référence 100% ici, c'est un seul électron, c'est 308 mAh par gramme, pas 616. Et vous voyez qu'en fait, si vous voulez exploiter ne serait-ce que les 50% de cet électron-là, vous allez faire 10 cycles. Voilà, ça va s'arrêter là. Et on sera, comme on n'exploite évidemment pas beaucoup de dioxyde de manganèse, si on projette ça ici sur, donc si c'est 50% de 1 électron, c'est genre 25% de 2 électrons, donc évidemment on va être sur des densités d'énergie qui vont être relativement faibles. Donc faible densité d'énergie associée à pas beaucoup de cycles fait que évidemment tout ça n'est pas très intéressant. Alors pourquoi on a ce problème de réversibilité? Parce qu'en fait, quand on va un petit peu plus loin et qu'on pousse la décharge du dioxyde de manganèse, ce qui peut être fait quand on augmente la concentration de la solution alcaline parce qu'on rend soluble des formes manganèse 3 ou manganèse 2 hydroxyde, on va pouvoir effectivement aller jusqu'à la réduction à 2 électrons. Donc c'est possible. Le problème de ça, c'est qu'on va pouvoir cycler, mais comme c'est associé à un processus de dissolution, puis réduction, puis reprécipitation, en fait, tout ça a une réactivité qui va conduire à la formation des fameuses, qu'on appelle les fameuses phases spinel ici, Mn3O4, par réaction entre des complexes manganèse 3, des complexes manganèse 2, ou alors réaction avec des ions zinc 4 qui proviennent du cyclage de l'anode et qui vont conduire à ces formes qui sont des formes inactives, qui sont peu conductrices et qui vont progressivement sortir du dioxyde de manganèse actif du processus de cyclage, et donc vous allez avoir une perte de réversibilité très importante. Alors, comment on peut essayer quelles sont les stratégies d'amélioration? Ça a été déjà développé beaucoup par Woblova, qui travaillait chez Ford et donc a déposé un certain nombre de brevets dans les années 80-90. Une solution, c'est d'ajouter des additifs cathodiques. Alors, ce qui fonctionne relativement bien, c'est l'oxyde de bismuth. Alors, l'oxyde de plomb, depuis les années 80, évidemment, on n'en met plus dans les matériaux d'électrodes positives, ni négatives d'ailleurs. Vous avez ici des travaux qui ont été publiés au début des années 90 et qui montrent qu'on peut effectivement cycler. Ici, c'est le pourcentage de capacité à 2 électrons. Donc, vous voyez qu'on est à 80-90% ici pour certains. Et on va faire quand même un certain nombre jusqu'à 100 cycles de façon efficace. Et puis, ça a été encore amélioré en ajoutant du cuivre. Et vous avez ici, vous voyez, on cycle 600, donc on est quasiment aux 2 électrons milliampères par gramme du MnO2 sur presque une centaine de cycles, avec un mécanisme qui n'est pas tout à fait bien compris, mais où en tout cas le bismuth et le cuivre auraient un rôle redox actif au cours du processus. Alors le prix à payer pour tout ça, on exploite 2 électrons, on a une capacité gravimétrique élevée, le prix à payer c'est le voltage, qui chute dramatiquement. Alors on a du mal à le voir ici, mais on va être autour de 1 volt, donc c'est quand même beaucoup moins que la pile alcaline, on va dire, classique. Mais ça cycle. Ça cycle, on a toujours le problème que des zinc 4 arrivent à l'électrode positive et viennent désactiver le dioxyde de manganèse, et ça, la solution, ça peut être de mettre un séparateur sélectif qui va limiter et bloquer la diffusion des zinc 4 de l'anode vers la cathode. Donc c'est pareil, ça a été mis en évidence dès les années 90 avec des films de Nafion. Le Nafion, ce n'est pas l'idéal, on voit qu'il y a un peu plus de cycles, c'est un peu mieux quand on met du Nafion que quand on n'en met pas. On peut mettre des filtres imprégnés d'hydroxyde de calcium. L'hydroxyde de calcium, c'est intéressant, on y reviendra, parce que ça permet de précipiter, donc de localiser en fait les zinc 4 à l'électrode négative pour éviter leur diffusion au sein de l'électrolyte jusqu'à l'électrode positive. Donc là, c'est pareil, quand on en met, c'est un petit peu mieux que quand on n'en met pas. Et puis plus récemment, il y a eu des développements avec de l'oxyde de graphène, et on voit ici aussi que voilà, on peut maintenant cycler à quasiment 600 mAh par gramme du dioxyde de manganèse sur plus de 200 cycles avec ce type de séparateur. Donc en combinant les additifs cathodiques et un séparateur.
Donc on a envie de croire que ça pourrait être sauvé, hein, on pourrait être sauvé sur la batterie alcaline. Le problème de la batterie alcaline, finalement, ce n'est pas tant que ça le dioxyde de manganèse, maintenant, c'est beaucoup la note de zinc. Et donc la note de zinc, ben, si on en croit le diagramme de Pourbet, on devrait faire réversiblement cette réaction électrochimique, et donc former des zincates, mais les choses sont évidemment pas si simples. Alors ces zincates, on peut les perdre parce qu'ils diffusent dans la solution, mais surtout il va y avoir des problèmes parce qu'on va avoir des limites de saturation qui vont pouvoir être atteintes au niveau de l'anode et qui vont conduire à la précipitation d'oxyde de zinc, alors sous différentes formes, plus ou moins réversibles, et qui vont bloquer ensuite la réactivité du zinc, qui vont venir faire des zones mortes et donc concentrer ensuite le processus d'électrodéposition du zinc sur une plus petite quantité de surface active, ce qui va conduire inéluctablement à la formation de dendrites et à le shutdown de la batterie. Alors là aussi, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, et vous avez ici deux stratégies qui sont proposées avec des électrodes poreuses et puis des additifs. Vous voyez qu'on retrouve l'hydroxyde de calcium, qu'on a dit qu'il servait à précipiter les zincates, et puis on a aussi des additifs à base de bismuth, parce que c'est reporté a priori pour limiter un petit peu la réduction de l'eau et donc l'évolution de l'hydrogène sur ce type d'électrode. Et vous voyez que malgré ces stratégies, eh ben, en termes de pourcentage d'exploitation du zinc, hein, on n'est quand même pas du tout à 100%. Et puis, quand on est à 15%, on arrive à faire 700 cycles. Mais vous voyez que même ici, en montant à 40, on est à moins de 100 cycles. Donc les affaires ne sont pas du tout évidentes au niveau de l'anode de zinc en milieu alcalin. Alors c'est aussi reporté ici, parce qu'en rouge, vous voyez des courbes de polarisation. Donc là, il faut imaginer une cellule symétrique, hein, une pile bouton, dans laquelle vous avez mis deux électrodes de zinc, un peu d'électrolyte entre les deux, et puis vous cherchez à cycler. Et puis vous voyez que du coup, ce qui se passe, c'est qu'en milieu KOH, très rapidement, vous avez des problèmes de polarisation qui sont associés au dépôt d'oxyde de zinc à la surface. Et ce qui est intéressant dans ce papier, en fait, qui ne s'intéressait pas du tout au milieu alcalin, c'est que vous avez les données en bleu qui montrent qu'on peut faire beaucoup plus de cycles. Et ces données en bleu, elles sont dans un électrolyte qui est complètement différent, puisque cette fois-ci, on a un électrolyte qui contient non pas KOH, mais 2 molaires de sulfate de zinc. Donc du point de vue de l'électrode négative, en tout cas, passer à un électrolyte qui est 2 molaires de sulfate de zinc, ça a l'air très intéressant. Alors ça, c'est un électrolyte qui, typiquement, va être autour de pH 4,5. Alors, ce papier, en fait, publié en 2007, qui, de mon point de vue, est assez fondateur, il reporte non seulement des performances bonnes quand vous cyclez une cellule symétrique zinc-zinc, mais surtout, il a couplé cette anode de zinc à une forme de MnO2, qui est la forme alpha MnO2, dans un électrolyte 2 molaires de sulfate de zinc, il met un petit peu de sulfate de manganèse aussi, et alors là, ils arrivent à exploiter de façon réversible 160 mA par gramme de MnO2, alors on n'est pas complètement à 616 encore, mais par contre on fait 5000 cycles. Alors là, on se dit qu'il y a sûrement quelque chose à creuser. Alors 5000 cycles à 5C, hein, ça va vite. Vous savez que plus ça va vite, en général, plus on tue toutes les réactions parasites, donc en général, plus on fait de cycles. Mais bon. Alors, il n'est pas tout seul, hein, cet article, il s'inscrit dans une évolution et des travaux qui ont commencé, on dirait, dans les années 90, avec les travaux de Yamamoto, où effectivement, il y avait déjà, été étudiée la cyclabilité, la réversibilité de systèmes zinc-MnO2 dans ces milieux 2 molaires zinc-sulfate. Et puis il y a eu des travaux en 2012, donc on est passé de 28 cycles à 100 cycles, et puis là on fait un gap parce qu'on arrive à 5000 cycles, et puis un peu plus tard encore 10 000 cycles, toujours avec des vitesses de cyclage assez élevées. Mais vous voyez sur finalement des structures aussi de dioxyde de manganèse qui ne sont pas toujours les mêmes, dans des électrolytes qui sont par contre eux assez similaires, et puis avec des courbes de décharge ici, ou de charge d'ailleurs, qui sont assez analogues dans tous ces systèmes. Alors par contre, ce qui n'est pas du tout analogue dans tous ces systèmes, c'est le mécanisme qui est proposé. Alors, dans un cas, le premier cas ici, ce qui est proposé, en fait, c'est de passer par un petit peu de Mn2+ dissous, du Mn3O4, alors dont on sait les conditions alcalines que c'est difficilement réversible, mais voilà, et puis que tout ça est réversible avec un intermédiaire Mn3OH, mais qui n'est pas stable dans ces conditions de pH. En 2012, le mécanisme qui est proposé, c'est l'insertion réversible des ions Zn2+, dans le dioxyde de manganèse, au cours de la réduction.
En 2016, le mécanisme qui est proposé, c'est en fait, comme la capacité gravimétrique est effectivement un peu faible, que ce soit finalement une insertion réversible de protons, c'est-à-dire qu'on est en train d'exploiter uniquement la première réduction du dioxyde de manganèse. Il faut un proton, et comme il faut un proton, puisqu'on est dans l'eau, l'idée c'est de se dire que c'est l'eau qui fournit le proton. Et que tout ça s'accompagne d'une augmentation du pH local qui entraîne une précipitation d'un hydroxyde de zinc à la surface de la cathode, qui avait déjà été reportée dans les années 90. Et puis en 2017, avec des courbes toujours assez similaires, là, l'idée c'est peut-être de contenter tout le monde et de dire finalement, on voit bien qu'il y a deux phases ici, un petit peu, dans la courbe de réduction. La première, c'est l'insertion réversible des protons, puis la deuxième, c'est l'insertion réversible du zinc. Alors à ce stade, on a du mal évidemment à savoir où se situe la réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça. Or, c'est essentiel pour pouvoir avancer et faire des développements rationnels d'optimisation de ces batteries. Alors, c'est là qu'on a proposé effectivement de revenir aux fondamentaux. Donc, revenir aux fondamentaux, c'est aller étudier la réactivité du dioxyde de manganèse dans des conditions qui vont être effectivement extrêmement modèles, mais qui vont permettre de voir l'influence de l'électrolyte et de se poser une question en particulier qui est: quel est le donneur de protons? On sait que le dioxyde de manganèse, toute réactivité électrochimique, implique à la fois des électrons et des protons. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que on a déposé du dioxyde de manganèse sur une électrode transparente. L'avantage, c'est qu'on peut regarder par spectroscopie d'absorption UV visible la quantité de MnO2 qui est toujours présente à l'électrode. Et on a déchargé. Alors, si vous déchargez dans KCl, en fait, vous avez des courbes ici où vous voyez que le voltage varie très très rapidement. En fait, c'est un comportement supercapacitif qui est mis en lumière ici, et vous n'exploitez en réalité pas le MnO2 de façon profonde, puisque vous avez uniquement un processus de surface, de physisorption d'ions à l'interface entre le matériau et l'électrolyte. Ça, c'est un électrolyte KCl qu'on a légèrement acidifié, donc il est à pH 5. Et s'il est à pH 5, on ne voit pas d'activité redox faradique du dioxyde de manganèse. Pour l'avoir, il faut rajouter un tampon acétate, donc on est toujours à pH 5, vous avez ici la composition des électrolytes à chaque fois. Et maintenant, vous voyez que c'est complètement différent, parce que quand on va regarder la décharge de cet électrode, on va avoir un plateau ici, et puis ensuite on aura un potentiel qui va fuir. Et puis par spectroscopie, ou par simple analyse à l'œil, qui est un très bon spectromètre, on voit effectivement qu'on a perdu une quantité importante de dioxyde de manganèse à la surface de l'électrode. Et donc en fait, on a solubilisé MnO2 en Mn2+, en utilisant des protons qui sont fournis par l'acide acétique qui est constituant du tampon acétate. Et vous avez ici une petite image du processus, donc il faut les 4 molécules d'acide acétique pour réduire un dioxyde de manganèse et former MnO2 qui se solvate et qui donc part en solution. Et alors comme il part en solution, il part un peu loin, et donc on n'arrive pas à le récupérer au retour, et donc on n'arrive pas à cycler ici le système, parce que pour pouvoir réoxyder Mn2+ en MnO2, encore faut-il qu'il y en ait une quantité suffisante à l'interface. Alors, pour résoudre ce problème, ce n'est pas compliqué, il suffit de mettre du dioxyde du manganèse 2+, dans l'électrolyte, ça vous fait un réservoir. Et quand vous avez un réservoir, donc ça c'est la même manip ici, simplement, donc vous reconnaissez la première courbe de décharge, vous remarquez que le potentiel a légèrement évolué, il est un peu plus bas, et ça c'est dû juste ici à l'équation de Nernst qui caractérise ce système et qui dépend de la concentration des ions Mn2+ dans l'électrolyte. Et sauf que cette fois-ci, comme on a un réservoir de Mn2+ dans l'électrolyte, on va pouvoir redéposer, redissoudre, etc. et donc cycler le dispositif. Ici, c'est dans un électrolyte qui ne contient pas d'ions Zn2+, et on est dans un système modèle versus une électrode de référence AgAgCl, mais on peut très bien faire ça avec une contre-électrode de zinc, en mettant ZnCl2 cette fois-ci en plus dans l'électrolyte, et maintenant, cette fois-ci, on est en train de cycler finalement l'équivalent d'une batterie zinc MnO2 dans un tampon acétate avec un voltage autour de 1,5 volts de façon extrêmement efficace et réversible en exploitant bien les deux électrons du dioxyde de manganèse. Alors, cette équation de Nernst, elle vous dit aussi que le potentiel il dépend du pH. Donc ça veut dire que on peut changer la nature du tampon, et si on change la nature du tampon, on change le pH, finalement on va changer le potentiel auquel on a ce processus de décharge, et on peut confirmer à chaque fois qu'il y a bien dissolution du dioxyde de manganèse en Mn2+, et puis ça va vous faire une équivalent d'une courbe d'étalonnage si vous le tracez le potentiel en fonction du pH.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant comment va se comporter finalement si on fait la même manip en mettant un sel de zinc ou un sel de manganèse de plus dans l'électrolyte. Qu'est-ce qui va se passer? Et si on compare aussi au KCl. Donc il faut regarder les courbes, je suis désolée, c'est un petit peu chargé. Il faut regarder les courbes, on part de pH 5 ici, et puis on va réduire. Alors, si on met que du KCl, vous voyez qu'on ne réduit pas grand-chose. Mais si on met du zinc, Cl2, si on met du MnCl2, vous voyez qu'on décharge déjà beaucoup plus. Si on met du NH4Cl, on décharge encore plus. Et à chaque fois, on confirme qu'il y a une dissolution partielle du dioxyde de manganèse par quantification du MnO2 résiduel à la cathode. Et du coup, comme on a notre courbe d'étalonnage potentiel pH ici, ben en fait, on peut faire une estimation du pH local. Et on voit qu'il y a une augmentation du pH local entre le pH initial de 5 et puis un pH local qui est augmenté autour de 6, 7, 8, voilà, en fonction de la nature du donneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que l'eau, ça ne marche pas, hein, quand il n'y a que de l'eau, si on met que du KCl, on ne réduit pas MnO2 en Mn2+. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'eau, ce n'est pas parce qu'on a mis ZnCl2, hein, l'eau ne va pas plus, si elle est en tout cas libre, venir réduire et fournir les protons qui sont nécessaires à la réaction. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand vous solubilisez des sels comme les sels de zinc ou les sels de manganèse dans un électrolyte aqueux, ils se solvatent. Et ces sels, ces sels métalliques, ce sont des acides de Lewis, et donc ils viennent augmenter l'acidité de Bronsted des molécules d'eau qui sont coordonnées. Et donc ça veut dire que quand on pense à Zn2+, solvaté, en réalité, on a un complexe hexaaco, et ce complexe hexaaco, il présente une acidité, il a un caractère donneur de protons, il est caractérisé par un pKa autour de 9. Un pKa autour de 9, c'est exactement ce qu'on a quand on regarde NH4Cl. Et c'est la même chose pour Mn2+, c'est-à-dire que si vous prenez un sel de Mn2+, et qu'il est solvaté, eh ben, le complexe a un pKa autour de 11, et tout ça, c'est beaucoup plus acide que l'eau. Et donc, ça va avoir une capacité à fournir des protons bien supérieure. Et donc, c'est eux qui vont se déprotoner, c'est eux qui vont fournir, le cas échéant, les protons nécessaires à la réactivité, ce qui va entraîner la formation, évidemment, des formes déprotonées, une augmentation du pH local. Alors, je vous ai dit, ça, on a fait ça hein, dans un dispositif qui est très loin du dispositif de la batterie, avec des grands volumes d'électrolytes, on a une très faible quantité de dioxyde de manganèse qui est déposée à l'électrode, donc la question, c'est dans quelle mesure tout ce qu'on est en train de dire là reste valide si on est dans un dispositif de batterie. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre maintenant d'études qui ont été réalisées, en particulier in situ, et on voit bien que quand on réfléchit à un processus d'électrodissolution, électrodéposition réversible, ben, l'écueil, c'est de dire qu'on focalise uniquement sur la caractérisation du matériau d'électrode. Parce qu'en réalité, vous perdez le matériau d'électrode au cours du processus. Et donc, il faut absolument des techniques qui regardent aussi ce qui se passe au niveau de l'électrolyte. Donc c'est ce que je vous montre ici, avec des analyses dès 2016 hein, sur la quantité d'ions Zn2+, ou Mn2+, dans l'électrolyte, qui varie au cours du cyclage, hein, qui augmente pour le Mn2+, quand on décharge, qui diminue quand on recharge. Donc ça correspond bien à l'équation qu'on avait tout à l'heure. Ça, ce sont des expériences un peu plus sophistiquées, mais c'est tellement visuel que je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Ça illustre parfaitement le processus. Donc c'est de la fluorescence X opérando, une cellule zinc MnO2, le zinc en bas ici, MnO2 en haut, et puis on focalise ici, on regarde spécifiquement l'énergie qui correspond au manganèse, et donc entre la cathode et l'anode, vous avez l'électrolyte. Et donc vous voyez un changement de couleur ici de l'électrolyte qui traduit le fait que vous n'avez pas d'ion Mn2+ au départ, et puis vous allez augmenter au cours du cycle, vous allez progressivement augmenter puis rediminuer la concentration des ions Mn2+ dans l'électrolyte, et donc vous caractérisez bien le fait qu'il y a électrodissolution et puis reprécipitation, enfin dissolution, électrodéposition réversible. Alors ça, ce sont aussi des expériences qui ont été réalisées ici au Collège de France avec une microbalance électrochimique à quartz et qui vous montrent cette courbe de décharge qui est un peu particulière mais qu'on retrouve de façon un peu systématique, hein, vous l'avez ici aussi, et qui présente ces deux phases dont j'ai parlé tout à l'heure avec cette petite inflexion ici, vous avez la même là, vous avez la même là. Et en fait, on peut montrer effectivement que cette inflexion, elle correspond en fait à un changement de fréquence très important au niveau de l'électrode de la microbalance à quartz qui traduit un processus de précipitation massif.
Donc, ce processus d'électrodissolution, électrodéposition, quand on est dans des conditions batterie, c'est-à-dire qu'on a des quantités de matière assez importantes à l'électrode, des volumes d'électrolytes qui sont plus faibles, eh bien, ils sont couplés à un processus de précipitation. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette déprotonation des ions Zn2+, présents dans l'électrolyte, parce qu'il faut fournir les protons nécessaires à la dissolution à l'électrodissolution du MnO2, ben, ils sont fournis ici, et donc vous allez générer localement à l'interface des formes déprotonées, le pH va évidemment un peu augmenter, et puis ces formes déprotonées, elles vont pouvoir condenser, puis finalement précipiter, et éventuellement inclure aussi du manganèse, puisque le manganèse, lui, qui est généré in situ au moment du processus d'électrodissolution du MnO2. Et donc c'est toute cette partie amont ici, elle correspond à la première phase de la courbe de décharge, et puis au moment du précipité, on a effectivement ce SPOC, et puis une deuxième région dans la phase de la décharge. Alors, ce processus d'électrodissolution, et puis de couplé à de la précipitation d'un hydroxyde, c'est un processus qui est hautement dynamique. Et donc en fait, la quantité de MnO2 qui va pouvoir être exploitée, elle va dépendre intimement de l'interdépendance de la vitesse de décharge versus le transport en solution des réactifs et des produits versus toutes les cinétiques de condensation et de nucléation-croissance à l'interface. Donc c'est extrêmement, évidemment, complexe. Et la question, c'est est-ce que c'est réversible ? Et donc ce précipité, qui a l'avantage peut-être de localiser une base quand on va vouloir réoxyder le Mn2+, qui localise le Mn2+, pour éviter qu'il fuit dans l'électrolyte, il peut aussi avoir l'inconvénient de passiver et de bloquer le dioxyde de manganèse et donc de limiter finalement la capacité gravimétrique, le pourcentage de MnO2 qu'on va pouvoir exploiter réversiblement. Alors à la question, et donc, ce que je voulais dire avant, c'est que ce processus dynamique il va être fortement affecté par tout un tas de paramètres expérimentaux qui vont être non seulement évidemment au niveau de l'électrolyte, son volume, la concentration des sels, la nature du contre-ion qui va jouer sur toutes ces cinétiques de condensation-nucléation, mais aussi sa rhéologie qui va jouer sur le transport. Et au niveau de la cathode, vous avez ici une illustration de la façon dont la quantité de MnO2 présent dans le composite ainsi que la nature du composite vont jouer sur la capacité qui va pouvoir être ici déchargée, limitée à 10% dans certains cas, mais qui peut monter jusqu'à 73%. Donc là, on doit être autour de 500 mA par gramme. Alors là, donc j'ai dit, les questions c'est est-ce que c'est réversible ? Oui, c'est réversible ce processus, et pour preuve, vous pouvez partir d'une électrode dans laquelle au départ vous n'avez pas de dioxyde de manganèse, mais vous mettez une base, et cette base vous choisissez, ça peut être typiquement un hydroxyde de zinc, comme c'est censé ce qui se précipite au cours de la décharge, ça peut être un hydroxyde, un double hydroxyde manganèse-zinc, ça peut être aussi quelque chose de plus compact avec du ZNO, et ça a été démontré par plusieurs équipes, et vous allez évidemment mettre Zn2+, et Mn2+, dans l'électrolyte, il faut une source de manganèse de plus dans ce cas-là, et vous allez donc essayer d'oxyder ce MnO2 pour voir si on dépose du MnO2. Et la réponse est oui, c'est extrêmement stable en termes de potentiel, donc ça veut dire que le pH local est stable, et vous allez déposer MnO2. Évidemment, plus vous avez mis de précipité basique au départ sur l'électrode, et plus vous allez pouvoir déposer une quantité importante de MnO2. Pourquoi ? Parce que sans que le potentiel varie, et donc le pH local varie trop. Pourquoi ? Parce que cette réaction d'oxydation et de dépôt du dioxyde de manganèse à l'électrode, elle relargue évidemment des protons, c'est l'opération inverse de celle de tout à l'heure, et ces protons qui sont produits localement, ils vont être neutralisés par l'hydroxyde basique qui a été déposé à l'électrode, et donc vous allez le consommer entièrement, et à partir du moment où il n'y en aura plus, le potentiel va dériver et le processus va s'arrêter. Et donc on voit ici effectivement le changement de couleur qui est lié à la disparition de l'hydroxyde ici de zinc avec précipité du MnO2, et puis ensuite vous pouvez continuer à cycler l'électrode. Alors la conclusion de toutes ces études, c'est que finalement quand on regarde la cathode MnO2 en pH 4,5, on peut regarder un peu deux types d'électrolytes. Je vous ai montré que dans un tampon type acide acétique acétate, où le pH est bien fixe, on a une électrodissolution qui est réversible. Alors si on met en particulier des ions Mn2+ dans le système, le problème c'est qu'on ne peut pas faire une batterie zinc MnO2 avec ça, parce qu'en fait, on a un donneur de protons, et quand on a un donneur de protons,
eh ben, on va avoir du problème du côté de l'électrode négative avec des processus de corrosion qui vont être accélérés. Par contre, on peut travailler dans des milieux avec un sel de zinc et un mélange de sel de zinc de plus ou Mn de plus. Il faut garder en tête que dans ce cas-là, ça fait un réservoir de Mn de plus et se méfier des articles dans la littérature sur certaines capacités gravimétriques qui peuvent être annoncées parce qu'évidemment, comme vous avez un réservoir, ce n'est pas le MnO2 que vous avez mis au départ, que vous êtes réellement en train de sonder. Donc vous avez artificiellement une augmentation de la quantité de MnO2 déposée à l'électrode. Donc là, on a, côté MnO2, une électrodissolution réversible couplée à la précipitation d'hydroxyde de zinc et manganèse. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'anode, au niveau du zinc? Alors, je vous ai montré quand même des exemples, on arrive à faire 5000 ou 10 000 cycles, donc les choses ne sont pas si graves que ça. Donc il va y avoir une électrodissolution effectivement réversible, il va y avoir quand même des problèmes de corrosion. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que dans le tampon. Quand on met ce sel de zinc ou ce sel de manganèse de plus dans l'électrolyte, on est en train de rajouter un acide de Bronsted, donc une molécule qui est capable de fournir des protons de façon plus efficace et moins énergétique que les molécules d'eau, et donc ça favorise inéluctablement tous les processus de corrosion et d'évolution de l'hydrogène. Sauf que dans ce cas-là, ça va être couplé à la précipitation à nouveau d'hydroxyde de zinc, de façon analogue à ce qu'on a à l'électrode positive, ce qui va pouvoir limiter la corrosion en faisant une couche passivante, mais plus ou moins réversible. Et on sait qu'à terme, on aura des problématiques de dendrite, même si elles sont moins rapides que ce qu'on observe dans leur formation est moins rapide qu'en milieu alcalin. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'on a regardé donc, le système zinc-MnO2 dans 3 conditions de pH, des conditions de pH très acides. On a vu que sur le zinc, ça ne marchait pas, que la cathode de dioxyde de manganèse, par contre, pouvait être parfaitement cyclée, effectivement, réversiblement à 2 électrons, et que si on voulait donc avoir un dispositif zinc-MnO2, finalement, une batterie zinc-MnO2, il y avait 2 conditions d'électrolyte qui étaient envisageables, des conditions alcalines, où quand même, du côté de l'anode de zinc, les choses sont un petit peu compliquées, restent un petit peu compliquées, et puis des conditions finalement qu'on qualifiera de faiblement acides, dès lors que vous utilisez un électrolyte qui va contenir donc ces ions Zn2+, avec plus ou moins d'ions Mn2+, et tout ça va vous donner des batteries qui opèrent alors entre 1 et 1,5 volts, suivant les conditions de pH. Alors il y a énormément de travaux qui sont publiés actuellement. On a un espace ici multiparamétrique, si vous voulez regarder l'évolution du système, vous pouvez travailler sur la configuration de l'assemblage des cellules fermées, mais il y a aussi des propositions de cellules en flux. Vous allez travailler sur la conception de l'anode, de la cathode, de l'électrolyte, avec des additifs, etc. Ce qui manque à l'heure actuelle, sachant qu'on a ce processus d'électrodissolution couplé à de la précipitation, c'est finalement plus d'informations, plus de rigueur dans les publications scientifiques sur les quantités de matière qui sont déposées, sur les volumes d'électrolytes. Et donc il est extrêmement difficile à l'heure actuelle de comparer ces résultats de la littérature pour en extraire des grandes lignes directrices, parce que les conditions expérimentales sont insuffisamment précisées. Alors, un autre aspect, c'est que toute cette littérature qui est très foisonnante, c'est beaucoup sur des dispositifs à l'échelle du laboratoire. Et donc on sait qu'il peut y avoir un gap, parfois infranchissable, entre ce qui se fait dans un laboratoire et puis une potentielle commercialisation qui implique une mise à l'échelle de tout ça. Alors c'est ce que je voudrais adresser dans les quelques dernières minutes de ma présentation. Est-ce que finalement tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici a vocation peut-être à déboucher sur une commercialisation ? Alors on peut se poser la question dans les 2 conditions de pH qu'on a regardées. On va commencer par les conditions alcalines. Alors c'est en cours. C'est en cours aux États-Unis avec la start-up Urban Electric Power qui se développe depuis 2013. Ils ont un site pilote dans l'État de New York qui produisent 500 cellules par jour. Et donc sur leur site internet, on trouve un certain nombre d'informations sur ces cellules qui sont produites. Donc 300 ampères, c'est la capacité, ça délivre 1,3 volts. Ça fait autour de 300 cycles. Ils sont assez avancés dans le mode de production, puisqu'ils sont vraiment sur du dépôt ici, vous voyez, d'un film, donc du coating d'une grille de nickel ou de cuivre, suivant qu'on est à l'électrode positive ou négative, de façon à ce que vous ayez des grandes surfaces d'électrodes que vous allez ensuite pouvoir rouler dès lors que vous avez rajouté un séparateur, et puis vous allez pouvoir faire des assemblages du type de cette cellule. Alors, ce n'est pas toujours évident de trouver dans les startups quelles sont exactement
les composants des électrodes, quelle est la nature de l'électrolyte. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble que dans cette publication, on trouve les informations qui sont relatives au produit qui est commercialisé. Donc la cellule, elle est assez grande. Elle a une capacité de 70 ampères. Vous avez ici les données pour du cyclage à C sur 4. Donc ça, c'est le cyclage qui est pertinent. Je vous rappelle, on a dit les batteries zinc MnO2 à l'échelle du réseau, c'est des temps de cyclage autour de 4 à 8 heures. Donc ça veut dire C sur 4, C sur 8 typiquement. Alors ça n'exploite pas beaucoup de dioxyde de manganèse, 20% si la référence c'est un électron, donc 10% si c'est 2 électrons la référence. Le taux d'exploitation du zinc n'est pas magique non plus, 9%, donc ça veut dire qu'il y a quand même 91% du zinc qui fait matière morte. Et puis l'électrolyte, c'est un gel 36% KOH. Donc mon estimation du poids de tout ça, c'est 2,4 kg. Et donc si vous ramenez la densité d'énergie qui est produite, donc les 70 ampères avec un voltage autour de 1,2 volts, vous voyez que vous êtes autour de 45 Wh par kilo pour ce dispositif. Donc ce qui est ciblé, c'est clairement pas la mobilité, on est plutôt de l'ordre de la batterie au plomb. Donc c'est vraiment le stockage à l'échelle du réseau, mais ils sont assez avancés. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont tout un plan de développement parce qu'à l'heure actuelle, ils ont une cellule qui coûte à peu près $300 du kilowattheure, donc ça c'est un peu élevé, sur donc, tous les matériaux actifs, les additifs et les collecteurs de courant, mais leur stratégie c'est d'arriver à 50 voire moins dollars du kilowattheure. Et pour y arriver, il y a une première partie ici qui est simplement une mise à l'échelle. C'est-à-dire qu'ils disent que, évidemment, ils ne produisent pas assez, donc s'ils produisent plus, tous les coûts d'infrastructure vont diminuer, et donc les choses vont s'améliorer. Et puis que pour ensuite continuer à avancer, il faut augmenter, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pourcentage d'utilisation du zinc et du MnO2 pour ne pas avoir autant de matière morte qui coûtent et ne participent pas au processus. Alors, ils ont des pistes pour avancer. Ici, c'en est une. Donc, c'est un des derniers papiers de l'équipe qui est derrière cette start-up. Et vous voyez ici, alors ce qui est assez impressionnant, c'est... Alors, on n'est plus sur du MnO2 à proprement parler ni du zinc. En fait, on est sur des formes réduites. Donc, on va commencer par charger. On met MnO, donc ça, c'est du Mn2+. On met ZnO, donc c'est du Zn2+. Donc, il faut charger avant de décharger. L'avantage de charger avant de décharger, c'est qu'au départ, tant que vous conservez votre batterie sans l'utiliser, il n'y a pas de problème de corrosion du zinc. C'est dans 25% KOH, on met du bismuth, il y a du cuivre, donc il y a toutes les conditions pour rendre bien cyclable le dioxyde de manganèse en milieu alcalin. Côté zinc, on est sur de la nanostructuration du zinc, on met aussi du bismuth, je vous ai dit, vous avez vu, on a parlé déjà de l'hydroxyde de calcium, donc on retrouve tous ces additifs ici dans ce dispositif avancé. Et donc on exploite extrêmement bien ici les matériaux actifs. Donc évidemment, ça amène à une densité d'énergie qui est élevée, 320 Wh par kilogramme d'électrodes. Attention, il manque l'électrolyte. Par contre, pour le moment, seulement 10 cycles, mais vu les performances en termes d'exploitation, c'est tout de même intéressant et prometteur, parce qu'on imagine que si on diminue un peu, on doit pouvoir faire plus de cycles. Donc il y a quand même des perspectives intéressantes à ce travail. Alors les conditions alcalines avec cette start-up, c'est les conditions qui sont effectivement les plus avancées en termes de commercialisation. C'est un petit peu moins vrai si on regarde les conditions maintenant faiblement acides, donc typiquement zinc sulfate. Je me réfère encore à ce papier initial de 2016 qui est vraiment fondateur, je pense, du domaine. Donc c'était une pile bouton, on avait quelques milligrammes de dioxyde de manganèse, une feuille de zinc dont on ne connaît pas l'épaisseur, donc on ne sait pas trop quelle quantité de zinc était exploitée. Ça, c'est l'électrolyte, on ne sait pas trop son volume non plus d'ailleurs. Et puis, autant on faisait 5000 cycles quand on cyclait à 5C, à C sur 3, on a moins d'informations, on en fait au moins 15. Donc on exploite plus, comme on va plus lentement, on exploite mieux le manganèse. On est à 280 mAh par gramme. Ça, c'est 45% de l'exploitation à 2 électrons. Et donc, on a 170 Wh par kilogramme si on compte, c'est ce qu'ils annoncent, pour la cellule complète, donc électrode plus électrolyte plus... voilà. La capacité, c'est moins de 1 mA. Donc, évidemment, on ne fait rien avec ça. Donc, il faut passer, en fait, de cette étape, qui est l'étape laboratoire, à quelque chose de beaucoup plus
chargés en matériaux de façon à augmenter la quantité de matière à l'électrode et puis la capacité de ces dispositifs. Et c'est l'effort qui a été engagé par Yvette Aguilar, ici au Collège de France, qui a publié récemment une pile cylindre dans laquelle on a quand même changé d'échelle en termes de quantité de MnO2 qui est déposée comme électrode positive. On va avoir des informations sur effectivement l'anode de zinc, sur l'électrolyte, et on va pouvoir faire 40 cycles AC sur 4 avec donc un taux d'exploitation du manganèse, du dioxyde de manganèse et du zinc qui sont assez élevés. Et donc une densité d'énergie qui est intéressante, qui ne prend cependant toujours pas en compte l'électrolyte, parce qu'il faut reconnaître que alors les performances sont moins bonnes. Mais du coup, ça permet quand même de franchir un gap et de passer à une capacité de 35 mAh, ce qui peut laisser envisager peut-être des perspectives de commercialisation qui est en cours. Alors pas en France, peut-être ça viendra, mais en Suède, Enerpolis, start-up créée en 2018. Alors très difficile d'avoir des détails sur les conditions de cette cellule, mais quand on regarde le cofondateur de cette start-up, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a publié dans le domaine des batteries zinc MnO2 en milieu zinc sulfate. Et on peut trouver un brevet aussi récent qui reprend ce type d'électrolyte. Donc voilà ce qu'ils proposent sur leur site. Donc d'après moi, l'électrolyte est entre 0,1 molaire et 3 molaires d'un mélange zinc sulfate et manganèse sulfate autour de pH 4,5. La cellule qui est proposée, elle fait 1,5 kg ici. Alors 24 volts, ça veut vraisemblablement dire qu'on a mis quelque chose comme 16 cellules en série, sinon on n'y arrive pas. 6,35 ampères, une efficience de 90%. Et tout ça doit nous amener à autour de 100 Wh par kilogramme. Donc c'est pas mal. Et puis surtout, annonce en novembre 2024 à Stockholm de la construction d'une gigafactory de 6500 mètres carrés qui doit commencer sa production début 2025 et dont l'objectif est de produire en 2026 1 MWh de stockage zinc MnO2 par an. Alors voilà, j'ai terminé. Finalement, la conclusion de mon exposé, c'est de dire que la batterie zinc MnO2, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité, ça s'appuie sur une réactivité électrochimique qui a été rationalisée dans différents électrolytes. Il y a eu des avancées significatives depuis une dizaine d'années, une commercialisation qui est en cours, aussi bien en milieu alcalin qu'en milieu faiblement acide. Une analyse économique, je vous ai montré des informations en milieu alcalin, assez avancées sur le coût du kilowattheure. On n'a pas l'équivalent pour le moment en milieu faiblement acide, donc ça c'est quelque chose qui reste à déterminer. Et donc, de mon point de vue, ça reste une option sérieuse pour le stockage à l'échelle du réseau électrique. Et je vous remercie pour votre attention.